Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a déjà fait 2 épisodes de Confiné avec un pro. Jusqu'à maintenant, c'était des coureurs sur route que l'on connaissait bien. Et aujourd'hui, on va s'aventurer dans la grande famille du vélo. Et j'ai vu que vous aviez été vachement enthousiaste lorsque je vous ai dit que j'allais rencontrer cette personne. Vous m'en avez dit que du bien. Eh bien, le voici. Bonjour, monsieur François Pervis. Salut tout le monde. Hey. Franchement, tu as une cote de popularité très très haute. Il y avait vraiment tout le monde qui me disait c'est un athlète super sympa, tu verras. Toujours prêt à répondre aux questions. Bah la preuve. Alors je sais pas de ton côté. On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Le confinement, c'est vraiment le point le plus important du moment. Je sais pas comment tu vis ça de ton côté. Qu'est-ce qui a été chamboulé dans ta vie? Les objectifs, etc. Dis-nous un peu comment tu vis ça déjà, avant de rentrer dans les questions un peu plus d'abonnés. Moi je le vis plus ou moins bien. C'est sûr que pendant quelques semaines on a été vraiment dans le flou total. On ne savait pas si les Jeux Olympiques pour ma part allaient être reportés ou ils allaient être vraiment faits cet été. Donc à partir du moment où on a eu la réponse et qu'on a su qu'ils étaient reportés, moi c'était plus ou moins une bonne nouvelle parce qu'on a arrêté de se prendre la tête et puis en termes de préparation on a pu vraiment s'adapter. Parce qu'avant on était dans le flou total. Donc maintenant moi me concernant, je vais faire les Jeux paralympiques, je vais faire le kilomètre sur un tandem avec un malvoyant derrière moi. D'accord. Et donc c'est reporté à l'année prochaine. Donc maintenant on est beaucoup moins stressé, on a beaucoup plus le temps, on avait 6 mois de préparation. Si les Jeux étaient maintenus cet été, maintenant on a 18 mois, donc on a 3 fois plus. Donc c'est une très bonne chose pour nous, c'est une très très bonne nouvelle. Et voilà ce qui a vraiment chamboulé mes plans sportifs. Et puis en termes de confinement, là, à la maison, j'ai l'habitude de rester enfermé chez moi. Donc la seule chose qui me manque, c'est aller faire des tours en campagne. J'adore la route. J'adore vraiment faire beaucoup de route. Je fais beaucoup de route. Beaucoup de route hein, pour un sprinter, hein, je dis. Mais ça me manque vraiment d'être dans la campagne, dans la nature, de pouvoir profiter, de rouler sur route. Donc c'est vraiment ça qui me manque parce que sinon j'ai un entraîneur connecté, j'ai un autre entraîneur, les 3 rouleaux avec mon vélo de piste sur lequel je fais mes sprints si j'ai envie, avec une résistance, et puis j'ai aussi une petite salle de musculation dans mon garage. On m'a prêté du matériel de musculation, donc je fais ma musculation tous les 2 jours. Donc finalement à part faire mes sprints et mes sorties d'endurance sur un vélo connecté, ça me change pas vraiment la vie. Et d'ailleurs, tiens, c'est bien, tu rebondis à des questions qui ont été posées. Donc, tu as un rouleau pour faire tes sprints avec ton vélo de piste et tu as un home trainer connecté avec ton vélo classique. Alors, il serait impossible pour toi de t'entraîner au sprint sur un home trainer classique. Quelle est la différence? Alors, pour faire des vrais purs sprints où vraiment je donne vraiment tout ce que j'ai, là je prends un simple rouleau, les 3 rouleaux. Le rouleau derrière pour la roue arrière et un rouleau devant. Donc par contre j'ai un petit moteur qu'on rajoute, je mets une courroie et ça me fait de la résistance. Donc quand je veux faire des sprints en vélocité ou que je veux vraiment mettre les watts dès le début, je les fais là-dessus. Parce que sur un home trainer connecté là, ça patine au départ. D'accord, oui. Donc mes vrais purs sprints, j'ai fait sur un rouleau, 3 rouleaux, le traditionnel avec une petite courroie. Et par contre, quand je fais mon cycle d'endurance de force ou d'endurance de base, quand je fais mon cycle d'endurance de force ou d'endurance de puissance, ça, je peux très bien le faire sur un entraîneur connecté. Parce que les sprints que j'ai à faire là-dessus, le départ est pas violent. Donc je peux commencer à forcer tranquillement et ensuite mettre les watts de plus en plus progressivement. Et ensuite, je fais mon effort de 30 secondes soit en force, soit en puissance. Donc sur un entraîneur connecté, ça passe très très bien même. Parce qu'il n'y a pas d'inertie de la piste, et donc je suis toujours dans les cadences de pédalage nécessaires au travail sur tel ou tel type d'effort.
Donc c'est parfait l'entraîneur connecté. D'accord, ok. Alors attends, je vais regarder les questions qui m'ont été posées. J'ai pris mes petites notes cette fois-ci sur mon portable. Et j'ai plus de 80 questions, donc autant vous dire que j'ai sélectionné. Hein, parce que sinon, on y est encore demain. Et bon, c'est pas qu'on a que ça à faire, presque, mais pas tant que ça quand même. Donc, bah tiens, tu parlais de... C'est vrai que la piste, c'est un monde qui impressionne par les chiffres, le nombre de watts, la vélocité. Et bah, c'est ce que retiennent le plus les gens finalement. Et on me demandait quel était ton max de vélocité sur la piste à ton niveau et ton max de watts que tu peux produire en sprint. Alors, ma cadence maximale, elle était mesurée sur un vélo de test d'effort, un truc vraiment high-tech. Elle était mesurée max à 280 tours par minute. Les meilleurs sprinters, ceux qui ont vraiment une vélocité encore meilleure, ils peuvent aller jusqu'à 300 tours par minute. Mais en général, voilà, ça tourne autour de 270-280 tours par minute. Et pour ma Pmax, donc ma puissance max instantanée, j'ai été mesuré une fois à 2200 watts. D'accord. Après ça, c'est un coureur qui fait 60 kg, qui fait 2200 watts. Là, ouais, là, ça, c'est impressionnant. Après, pour être honnête, moi, je fais 90 kg. Faire 2200 watts, c'est pas exceptionnel. Aujourd'hui, les meilleurs, pour un poids de corps aux alentours de 90-95 kg, comme les Hollandais, ils font 2500 watts. D'accord. Mais c'est mesuré sur un quart de seconde. D'accord, un quart de seconde. Un quart de seconde. Ok. Donc c'est vraiment, c'est pas à cette puissance-là, on peut pas garder ça plusieurs secondes d'affilée. Hein. Oui, bah j'imagine. C'est déjà impressionnant les chiffres. Quand on a nos armes traîneurs connectés où ça marque jusqu'à 2200 watts, on se dit ça sert à rien. Eh bien si, pour certains, ça peut servir à quelque chose. Ça peut nous servir à nous. Exactement. Exactement. C'est vrai que sur le monde de la route, on soupçonne un peu moins qu'à côté du vélo, on fasse d'autres sports. On se dit, bah, un pur routier, ça fait que de la route. Donc toi, tu le disais, tu fais pas mal de muscu et tu fais en plus de ça pas mal de route. On m'a dit dans les commentaires que tu étais l'un des seuls à aimer autant faire de la route et que c'est assez rare pour un pur pistard de faire autant de route. Alors qu'est-ce que ça t'apporte, cette pratique d'aller rouler dehors finalement dans ton domaine? Bah déjà, je suis quand même un routier à la base. Moi, j'ai fait que de la piste à partir des juniors. Mais encore en junior 2, je faisais, ou junior 1 peut-être, je prenais encore part à des nationales juniors, des courses de nationales juniors le week-end. Donc je me suis même fait engueuler par mon entraîneur national à l'époque, parce que j'allais faire 100-120 km le week-end, alors que je faisais que du sprint et de la muscu la semaine. Donc il me disait le week-end, tu gâches tout le travail que t'as gagné la semaine. Donc forcément, j'ai commencé par arrêter de faire ça, et puis de me focaliser entièrement sur la piste, mais à l'entraînement, effectivement, je fais encore pas mal de routes. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aime ça. On est toujours enfermé soit dans une salle de musculation, soit dans une piste couverte. Donc j'ai besoin, je suis un gars de la campagne, j'ai vraiment besoin de voir des paysages, d'être en campagne, de rouler, j'adore borner. L'année dernière, j'ai été faire un stage d'une semaine au Maroc et une semaine au Portugal pour rouler 2 fois par jour. Donc j'adore ça. Et puis ce que ça m'apporte, c'est surtout que ça me permet surtout d'accumuler les efforts, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, et d'accumuler les cycles, enchaîner les cycles, et puis de pouvoir récupérer tout ça. Et donc finalement, au lieu d'être cramé comme certains, je suis juste fatigué. Donc je peux encore en rajouter. Alors que les autres, par exemple, ils sont rincés, ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Et moi, c'est ça qui me permet de pouvoir toujours un petit peu plus m'entraîner, parce que j'ai un fond, j'ai une VO2 max peut-être un peu plus élevée que la moyenne des sprinteurs. Donc au bout d'un moment, forcément, il y a un avantage à tout ça. Après, il faut pas en faire beaucoup.
Parce qu'à un moment donné, je me souviens que bon, j'étais encore en junior, je faisais 2 fois 4 heures par semaine. Alors j'avais arrêté les courses sur route, mais je faisais 4 heures le mercredi et 4 heures le samedi. Et je me faisais encore engueuler par mon entraîneur parce que j'en faisais trop. Allez, je fais... quand je roule bien sur route, en une semaine, je fais une ou deux sorties d'1 heure pour faire de la décontraction. On me demande, toi qui es un pur sprinter sur la piste, quel développement tu utilises sur la route et quel développement tu utilises sur la piste? C'est quoi l'écart entre les deux vélos? Alors, il y a de moins en moins d'écart. C'est-à-dire que il y a 10 ans de ça, je courais encore avec 48-13. J'ai commencé ma carrière avec 48-14. Et maintenant, notre sport, depuis très longtemps, pas très longtemps, depuis une dizaine d'années, il met de plus en plus lourd, de plus en plus gros, pardon, à l'entraînement et en compétition. Donc maintenant, par exemple, les meilleurs mondiaux, ils peuvent courir avec 65-12. D'accord. 65-12. Alors sur route, ça commence à faire gros. Ouais. Mais voilà, après sur route, sur mon vélo, j'ai dû 52-11. 52-11, voilà. Bon, on me demande si tu as déjà cassé du matériel à cause de ta puissance. Alors, j'ai effectivement cassé du matériel. Alors, soit c'était des vélos, des prototypes. D'accord. Des prototypes, je dirais pas les marques, hein, parce que c'est pas ce sera pas à leur avantage, mais ce sera pas non plus à leur désavantage, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on essaye des prototypes, c'est qu'on tente des choses. On essaye des choses. Donc forcément, des fois, on essaye d'être le plus performant possible. Ouais. Donc parfois, il faut être un peu plus léger. Ou voilà, il y a des essais, ça sert à ça. De casser du matos, ça sert à ça. Ça sert à finalement sortir un vélo hyper solide après. Il m'est arrivé aussi de casser des guidons. Oui. Au démarrage arrêté. Ouais. D'accord. Là, une fois, j'ai cassé un guidon, mais c'était un vieux guidon à l'ancienne. C'est sur un déparage. Voilà, ça peut arriver. Mais sinon, non, le matériel est fiable, quelle que soit la marque. Après, c'est sûr, sur chute, on peut plus facilement casser du matos. Mais comme ça, là, juste en mettant 2200 watts, non, c'est rare. Des fois, on entend des petits craquements, c'est le carbone qui se remet en place. Mais ça, c'est genre le premier entraînement. Premier ou deuxième entraînement, ça se remet en place, puis après, on n'entend plus rien, ça bouge pas. Et c'est solide, mais ça a été extrêmement rare, hein, extrêmement rare. D'accord. On me demande si tu préfères les 6 Days ou le championnat du monde sur piste. Ah bah, les championnats du monde quand même, ouais. Je m'entraîne pour ça. Ouais. Les 6 Days, c'est hyper bien pour l'ambiance. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les championnats du monde aussi, il y a une super ambiance. Simplement, forcément, tout le monde le sait, entre des 6 Days et des championnats du monde, l'état d'esprit n'est pas le même. Au championnat du monde, on est là pour être champion du monde. C'est l'objectif de l'année. On a fait des tas de sacrifices pour être au top le jour J. Les 6 Days, voilà, c'est plutôt... on est là pour notre sport, pour donner une image à notre sport, comme on dit, je cherche le mot. Pour promouvoir la piste, ouais. Voilà, pour la promotion de notre sport. Ouais. Et donc, c'est sympa aussi, par exemple, moi je me souviens, au 6 jours de Grenoble, il y avait Bettini qui est venu faire de la piste. Il y a Boigny aussi qui est venu faire de la piste. C'était sympa de voir des mecs comme ça sur la piste. Donc forcément, un championnat du monde, parce que on rêve tous d'être champion du monde et de gagner un championnat du monde plutôt que des 6 jours. Alors Augustin me demande comment tu es rémunéré. Par qui? Parce que c'est vrai que sur le cyclisme sur route, il y a des grosses structures, il y a des courses toute l'année, il y a des gros sponsors. Est-ce que dans l'univers de la piste, il y a le même système? Est-ce que c'est plus dur? Comment ça marche? Alors c'est extrêmement compliqué puisqu'on est quasiment vraiment tous livrés à nous-mêmes. Moi pendant plus de 10 ans, j'ai pas cotisé pour ma retraite, donc c'est ça qui me fait peur pour mon avenir. Je vis encore toujours grâce à mes sponsors, mais depuis quelques années, j'ai eu la chance d'intégrer l'armée des champions.
Donc c'est le ministère de la Défense qui a une section qui s'appelle l'Armée des Champions. Donc moi je suis affilié au bataillon de Joinville. Et dans l'Armée des Champions, par exemple, il y a 115 athlètes de sports différents. Et c'est plus ou moins des petits sports qui ont du mal à vivre de leur passion. Et en fait, ils nous embauchent pour qu'on puisse avoir l'esprit beaucoup plus serein, pour qu'on puisse avoir une couverture sociale et puis aussi un salaire tous les mois. Et voilà, quand il y a des rassemblements, c'est sympa parce qu'on est plusieurs dizaines et puis on se revoit parce qu'on se connaît plus ou moins tous. Hein, c'est le très haut niveau de chaque sport. Grâce à l'Armée des Champions et au ministère de la Défense, on peut être un peu plus serein. Mais la plus grande part de mes revenus, c'est grâce à mes sponsors que je démarche tout le temps. Toute l'année, j'essaie de voir à droite à gauche s'il n'y a pas une piste, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire bénéficier de son carnet d'adresse. Je relance, je passe mon temps à relancer, parce que moi je relance jusqu'à temps qu'on me dise non. Donc, ouais, ça a été, pour la petite histoire, j'ai une entreprise en Mayenne que je sollicitais depuis 2004. J'ai commencé à solliciter en 2004. 2004, j'avais 20 ans, j'avais pas encore pas gagné grand chose. Mais j'avais quand même fait les Jeux Olympiques. Sur le kilomètre, j'avais fait 6e. Et en 2012, il a enfin accepté. En 2012. Ouais. Donc, c'est voilà une belle petite histoire qui montre qu'il faut jamais rien lâcher. Et ça, c'est mon leitmotiv, de jamais rien lâcher. Jamais. Dis non cette année, retente ta chance l'année prochaine. Tu sais pas, il peut avoir mûri sa réflexion, il peut avoir réfléchi et puis se dire, allez, il en a vraiment besoin, on va l'aider, ou alors moi j'ai des entreprises qui viennent me voir pour développer leurs produits. Sans les sponsors, on pourrait pas, et les mécènes, parce que là pour des mécènes, on pourrait pas y arriver. Il peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout quand ton centre d'entraînement il est en région parisienne, ça coûte encore plus cher. Ouais. T'as quand même des factures comme quelqu'un de lambda. Et voilà, moi ce qui me fait plus peur, c'est pour la retraite des sportifs, parce qu'on n'a pas de revenus, on n'a pas de, pas des revenus, mais on n'a pas forcément une couverture sociale tout le long de notre retraite. Tu donnes ta vie, tu donnes tout ton temps, des sacrifices pour toi, parce que tu le veux bien, hein. Si on n'est pas content, on arrête. Je suis pas en train de me plaindre, mais simplement prendre la mesure des choses et se rendre compte que le sportif français, il est pas assez soutenu, il n'est pas assez aidé. Et là, moi, ce qui me fait peur, c'est que maintenant, avec la crise économique qui nous attend, là, ça va être encore plus compliqué de trouver des sponsors. Ah bah là, oui. Déjà, même les grosses équipes du Tour, etc., s'ils gardent leurs sponsors, c'est déjà bien. Alors pour les indépendants, ceux qui sont individuels, ça va être très compliqué d'avoir des sponsors. Ça, c'est clair. Il va falloir serrer les dents et puis c'est triste d'en arriver là. Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais de ton avenir. Comment tu vois ton avenir après ta carrière de sportif? Est-ce que tu as déjà un avenir? Tu sais déjà ce que tu vas faire ou pas? Alors, pour l'instant, moi déjà, on le sait tous, hein, je vais avoir 36 ans à la fin de l'année, je suis en fin de carrière. Ouais. On va pas se cacher, mais ça fait déjà 2 ans que je travaille sur ma reconversion. C'est-à-dire que je fais pas mal de conférences en entreprise déjà depuis 2 ans. Je parle de la vie du sportif de haut niveau. Je fais des parallèles entre le monde de l'entreprise et un sportif de très haut niveau. Parce qu'un leader d'équipe ou un manager ou même un PDG, il a des objectifs. Et il faut qu'il sache, il ne sait pas forcément comment tout mettre en place pour atteindre ses objectifs. Donc l'anticipation, la préparation, la motivation, la détermination. Donc voilà, je fais un discours de winner, on va dire, pour coller dans des séminaires, dans des conférences en entreprise. Et à côté de ça, là, depuis peu, j'ai lancé la Permis Academy, et c'est pour faire des baptêmes PIS VIP pour les entreprises ou particuliers. Donc ça fait un bon petit building pour les entreprises, ça fait
un bon exercice de cohésion. Et surtout, les gens, voilà, ils ont peur de monter sur une piste avec un pignon fixe. Ah oui, moi j'ai peur. Moi. Oui. Avec des virages à 45 degrés. Oui. Donc les gens, ils ont les pétoches. Ouais. Et donc, dès qu'ils arrivent, c'est non, moi je monte pas là-dessus. Alors j'ai les se dire, on fait les consignes de sécurité, et puis après, petit à petit, moi je me mets devant, je fais le lièvre, et petit à petit, je leur fais monter sur la piste, puis après on arrive à monter tout en haut du virage, et ils plongent, il y a des super sensations, ils prennent un 50 km/h, 55 km/h assez facilement, ils ont du vent dans les oreilles, ils se disent, on a du vent dans les oreilles, on est à l'intérieur, c'est incroyable, c'est génial. Et donc voilà, c'est aussi une bonne chose, parce que dans mes conférences, je parle. Donc, et là, les baptêmes, on met en pratique. On sort de sa zone de confort, on se fait un peu violence, on apprend à se faire confiance. Et on fait confiance à celui qui est devant soi, parce qu'on n'a pas de frein. Ouais. Dans la tête, il faut se faire un peu violence. Et ça, mes baptêmes, ça marche bien pour ça, pour motiver des troupes et pour que les gens prennent confiance et conscience de ce qu'ils sont capables de faire. Eh ben, je sais pas si tu m'y verras, ce genre de stage. Moi, j'ai vraiment peur. Ouais. Je serais comme tous les autres, je te dirais non, je ne monte pas là-dessus. Alors Baptiste me demande, arrives-tu à trouver des jeans à ta taille? Alors, ouais, c'est toujours le problème des sprinters. On prend une taille au-dessus, une ou deux tailles, voire même deux tailles au-dessus de ce qu'on devrait prendre si on n'avait pas nos grosses cuisses. Et puis on fait un ourlet à la cheville. Et puis on met une ceinture à la taille et puis voilà. Ouais, ça marche. On n'a pas trop le choix. Ça marche. J'écraque souvent aussi parce qu'il y a du frottement entre les cuisses. Ah bah voilà, c'est la question qu'il me demandait. Sans les craquer. Est-ce que tu... Bon, je les craque. Au bout d'un moment, forcément, je les craque. Je les craque tous au bout d'un moment. Donc c'est souvent quand je rentre dans la voiture, j'écarte la jambe et puis je me penche un peu et là, hop. On nous demande si... on pourra revoir le French Samurai au départ de Kering prochainement ou pas du tout? Là, pour l'instant, je sais pas du tout. Parce que je sais pas quand la saison va recommencer. Ouais, pour le coup. Ouais. Et puis maintenant que je suis pilote pour un malvoyant sur tandem, je sais pas si j'ai le droit de faire des grosses compétitions internationales. Il y a un cahier des charges à respecter. Je sais que je peux faire des compétitions style championnat de France, championnat d'Europe, des grands prix. Mais je sais pas si j'ai le droit de faire, je crois que j'ai pas le droit de faire les championnats du monde, par exemple. D'accord. Donc, forcément, moi, le keiring, c'est ce que j'adore le plus. Si je peux aller faire 2-3 grands prix à droite à gauche et puis aller me faire plaisir, ou même une Coupe du Monde, pourquoi pas, avec une équipe pro ou je sais pas, j'irai tout de suite. Comment tu vois la place du cyclisme sur piste? C'est un peu le petit poussé de la FFC, on a l'impression, c'est vrai que c'est pas forcément vous, les coureurs de piste, vous n'êtes pas forcément beaucoup mis en avant tout au long de l'année. Et ça vous fait forcément du tort, tu le disais tout à l'heure. Vous devez démarcher, vous devez travailler encore plus pour vous montrer. Et c'est vrai qu'au niveau de la FFC, il n'y a pas de grosse mise en avant de ce sport. Et je trouve que ça s'améliore un petit peu ces dernières années, mais c'est pas encore ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Moi, je sais pourquoi, forcément, je suis dedans. Oui. Le staff fédéral a eu la bonne idée d'interdire les journalistes à l'entraînement. D'accord. Donc, forcément, ils sont même capables de refuser des demandes d'interview d'une chaîne comme France Télévisions. Ah oui. Donc, ouais. Parce qu'il ne faut pas venir gêner les sportifs. Mais les sportifs, eux, ils ont envie parce qu'ils savent très bien que sans médiatisation, on a un petit sport quand même. On peut pas donner un retour à nos sponsors parce qu'on passe pas à la télé. Bah oui, non. Donc c'est ça le problème. Donc maintenant, ils refusent des interviews. C'est les coachs de la direction technique nationale qui décident de ça. Donc les coureurs ils subissent, mais et puis s'il y en a un qui ose
bah, ouvrir la bouche, comme moi j'ai fait, moi, de fous dehors. Ouais, d'accord. Donc c'est triste. C'est triste, mais c'est malheureusement la réalité. Donc c'est pour ça que on n'entend plus parler de la piste. Et moi, c'est ce que j'ai dit une fois en réunion il y a 2 ou 3 ans. J'ai dit, on peut pas se permettre de refuser une seule interview. À part si tu sais que là, le mec il est là pour te déglinguer, qu'il est là pour parler de dopage, pour te charger le dos, tout ça. C'est ça que tu refuses, mais tout ce qui est journalisme traditionnel, journaliste sportif qui est là pour parler de toi, de tes projets, des objectifs, de ton sport, tu peux pas te permettre de refuser. Et je trouve ça extrêmement regrettable parce que déjà on parle plus du sport, de la piste. On parle encore moins des sportifs. On sait même pas comment ils s'appellent. Ceux qui vont au jeu, on sait même pas comment ils s'appellent. On sait pas qui c'est. Il y a jamais de reportage sur eux. Ouais, c'est vrai. Et c'était le but de certains médias, même un grand média comme France Télévisions, qui a eu des refus. C'est hallucinant. Non, il faudrait réussir à trouver un petit défi. Parce que tout le monde a dit que tu allais m'exploser. Donc il faut que tu m'exploses. Surtout si on fait un sprint. Si on fait un sprint. Ouais, sur 500 mètres, oui. Bah, les sprints c'est 250 mètres, alors normalement. C'est lequel que tu as comme taxe? Le Neo 2 Smart. D'accord. Ah, c'est génial. Toi, là, je passe sur un pont avec des planches en bois. Ouais. Ah oui, ça vibre. Ouais, exactement. Ouais. C'est hyper réaliste. Ah ouais, c'est fou. Et en plus, le vélo, il est pas trop dans un étau, il reste vivant. Quand on se met en... Quand tu te mets debout, c'est... Exactement. Ah ouais, c'est un très très bon matos celui-là. Bon, il coûte un peu cher, mais c'est du bon matos. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te laisser me rattraper à fond, et tout de suite derrière, on va faire le défi comme ça. J'aurai une chance. Ça doit avoir peut-être une chance. Ouais. Ça doit avoir peut-être une chance. En fait, bêtement, je suis comme ça, là, en train de baisser la tête, mais en fait, je prends pas le vent. C'est vrai. Ouais, ça aide, ça aide. Les réflexes. Parce que là, il y a un com qui va démarrer dans peu de temps, normalement. Donc, si tu veux, on peut faire ça. On peut se mettre une mine sur un com. Alors, il a démarré là, le truc? Non, il n'a pas encore démarré, ça va être sur le pont. Une fois qu'on va être sur le pont, qu'on aura fait ce petit quart de tour, il va y avoir à la fin du pont, ça démarre et ça dure pendant 900 mètres. Et ça dure combien? 900 mètres. 900 mètres? Ouais, vas-y. Vas-y, on fait ça. Là, ça démarre à la fin du pont. Bon, bah, bon courage. Hein. Et à tout de suite. À tout de suite. Ouais. 900 mètres, ça va être long. Il est parti très très fort. Très fort. Allez. Je vais craquer avant lui. Bah voilà, je suis mon sprinter. Je démarre comme un con. Trop fort. Il y a un petit replat. Et là, ça monte fort. Ah bah c'est long encore. Allez, encore 300 mètres. Ah, 300 mètres. Ouais. Allez.
Je vais même pas les paillettes. Ah le con. Je savais pas combien on avait de dire la distance. Bon bah, t'inquiète pas. Si tu veux bien, il y a un sprint un peu plus loin. On se fait une revanche. Puis on terminera là-dessus. Comme ça, on a toute la descente pour gentiment glisser. Et puis sur un effort de 200 mètres, la vidéo va s'arrêter comme ça. Ouais, tu m'as battu sur ton terrain. J'ai essayé de te battre sur le mien. Ouais, exactement. Alors moi, je vais faire mon sprint très bientôt. Donc, je vais plus pouvoir te répondre. Je te préviens. Il dure 360 mètres. Donc comme ça, tu sais à peu près l'effort qu'il y aura à faire. Ah, je le vois, allez, je démarre moi. Yeah. J'ai pris le meilleur temps de la session. Donc je te dis pas mon temps, mais j'ai le maillot vert. J'ai le maillot vert de la session. Wow. De toute façon, ça doit être les 300 derniers mètres. Ah non, ça commence là. Moi, je prends des gens. Hein. Ah ouais, ouais. Ça fait combien? Ah, je te le dis pas. Ah bah si, faut me le dire. J'ai fait 24. Ah ouais. C'est long 300 mètres hein. En plus c'est pas tout plat. Donc on va pouvoir dire au revoir à la caméra. Et puis voilà. Moi c'est bien sympa en tout cas. Ouais c'est cool, c'est vraiment dans l'esprit de la plateforme pour le coup. Rouler à la cool et puis entre deux se tirer 2-3 bourres grâce aux coms, grâce aux pancartes, un peu comme dans la vraie vie quoi. Et puis merci de t'avoir prêté au jeu. L'activité physique. Ouais exactement. Merci d'avoir répondu à l'appel, c'était vraiment cool. Avec grand plaisir. Et puis bonne continuation dans le confinement, hein. On continuera de prendre de tes nouvelles hein, dans les semaines et les semaines qui suivent. Pour peut-être, pourquoi pas, redécouvrir ta remise en route. Comment ça se passe. Pourquoi pas sur piste. Ouais, pourquoi pas. Exactement. Puis me voir faire pipi dans mon cuissard le long d'une piste. Ouais. Ah, écoute, merci à toi. Merci à tout le monde. Ouais. Merci, avec plaisir. Yes. Et puis à la prochaine. Salut.